Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Il y a quelques mois encore, on le pensait intouchable. Aujourd'hui, le débat est lancé. Bukayo Saka, symbole de la réussite récente d'Arsenal, est-il en train de marquer le pas au pire moment de la saison? Moins de différence, moins d'impact dans les grands matchs et une impression de fatigue qui commence à sauter aux yeux. Les défenses adverses ont-ils trouvé la clé pour le ralentir ou est-ce simplement un contre-coup d'un enchaînement infernal entre club et sélection nationale? Ou encore, est-ce tout simplement la raison d'une fêlure physique et mentale? Parce que quand Saka ralentit, c'est tout Arsenal qui bégaye et qui semble perdre en fluidité. Et à ce stade de la saison, chaque détail compte. Alors aujourd'hui, on se pose la question, faut-il s'inquiéter pour le Starboy de Hell End? Et surtout, est-il capable de retrouver son meilleur niveau pour mener Arsenal jusqu'au bout et au titre de Première Ligue à minima? Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bien le bonjour. Vous êtes bien évidemment dans Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. On vous l'avait promis depuis maintenant un certain temps et la période était parfaite avec cette trêve internationale pour évoquer le cas de notre Starboy. Et ce podcast fait également écho à l'excellent article que l'un de mes invités du jour avait rédigé il y a de ça quelques temps et qui est toujours consultable sur le site d'Arsenal French Club. Vous l'aurez compris, bien évidemment, je parle de Loulou. Salut Loulou. Salut Raoul, salut à tous. Et puis, ben, parce que l'heure est grave, parce que le sujet est grave. Alors, encore une fois, j'ai demandé au président de l'assaut d'être présent. Salut Corentin. Salut Raoul, salut Loulou, salut à tous et très belle intro Raoul. Je te Ouais, merci, félicite. merci, Bravo. merci, merci. Ah, oh, allez, on s'arrête là. Soyez présents au prochain débrief. Alors, messieurs, ouais, je veux dire, l'heure est grave, je sais pas, mais j'ai l'impression euh, que le débat est presque devenu obligatoire. Tant, on peut aussi rappeler les faits, tant on s'est permis depuis maintenant un certain temps de critiquer les prestations de Bukayo Saka. Je me suis permis, parce que j'assume ce que je dis. Je me suis permis de critiquer les prestations de Saka. Je me suis permis de dire est-il vraiment au niveau? Mérite-t-il ses places de titulaire? Arteta fait-il du favoritisme en titularisant Saka au détriment, par exemple, d'un Madueke qui avait l'air, et semble-t-il, plus en jambes? Les dernières prestations de Saka, notamment le match aller contre Leverkusen, où il a fourni une copie absolument blanche, détestable, horrible, tout ce que l'on dit, avec un 0 à la clé dans les notations du match par Louis Tartex, le deuxième zéro de l'ère d'Arsenal French Club, après le triste zéro. Il est en Bon, C'est face de pas, c'est moi pas, de Declan c'est Rice. pas, et- c'est pas le premier, c'est pas le ouais, premier Louis de ouais. l'assaut à mettre un zéro à un joueur, hein. Donc ça, je tiens quand même à le signaler, hein. Mais Oui, il y en l'un a eu des premiers d'autres, il y zéros, en mais a eu d'autres après, avant, il y en a eu d'autres oui, avant quand même. bah, il y a eu Rice, mais celui-là, pour moi, dans mon cœur, ne comptera jamais. Mais voilà, on va prendre le temps, messieurs, de parler de Bukayo Saka, de ce qu'il représente pour le club, de ses prestations actuelles. Et, euh, et comme le titre, comme le titre de cet épisode, mais où est donc passé Bukayo Saka? Parce que c'est très inquiétant, je trouve. Il a forcément, bien évidemment, des circonstances atténuantes, mais on aura besoin de lui dans la course au titre. Et la question que se posera à la fin de cet épisode, c'est peut-on compter sur lui? Donc soyez les bienvenus, Loulou et Corentin. Merci de votre présence encore une fois. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. La trêve internationale était bien longue et puis voilà, c'est Plaisir pas à pour partager. meubler, mais voilà, on aime parler de nos Gunners. Euh,
Je vais rapidement céder la parole, notamment à Louis, peut-être pour faire une synthèse de ce qu'est Arteta. Non, Arteta, le dossier Arteta viendra peut-être prochainement, mais On de ce parlera pas qu'est d'Arteta aujourd'hui. de ce qu'est. Juste un peu. On va en parler un petit peu quand même, bien évidemment. Mais On est peut-être, obligé, mais c'est pas le sujet. ouais, avant de parler de stats, je me suis amusé à regarder vite fait la fiche, la carte d'identité de Bukayo Saka. Et c'est vrai que son histoire avec le club, elle est magnifique. Et elle avait tout pour être magnifique. Et elle peut être encore magnifique. Saka n'est pas né à Hale End. Il est arrivé à l'âge de 7 ans en provenance de Watford. Peut-être que certains de nos auditeurs ne le savaient pas. Il est arrivé à l'âge de 7 ans au centre de formation d'Arsenal et il signe son premier contrat pro à l'âge de 17 ans. Il fait ses débuts le 29 novembre 2018 en entrant en cours de jeu en League Cup pour être à peine 2 semaines après titulaire en League Cup. Son premier match en Première Ligue interviendra le 1er janvier 2019. Et puis après, la belle histoire de Saka va s'écrire au fur et à mesure des années avec, d'après moi, en point d'orgue, cette saison 2023-2024 où avec Martinelli, il porte presque à lui seul le club. Euh, il inscrira en toute compétition confondue en 36 matchs, 16 buts et délivrera 9 passes décisives. Depuis, et ça c'est un sentiment très personnel, depuis la saison 2024-2025 et surtout 2025-2026, je trouve que les performances de Saka sont moins importantes. On peut parler de sa grosse blessure 2024-2025, puisqu'effectivement, ça fait faire partie des facteurs ou des explications Mhm. possibles à sa méforme. Mais 2024-2025, c'est 6 buts pour 11 passes décisives en 28 matchs, longtemps absent des terrains pour une opération que l'on peut voir encore aujourd'hui, tellement la cicatrice est importante. Et actuellement, la saison en cours 2025-2026, c'est déjà 32 matchs, donc déjà plus de matchs que la saison passée et quasiment autant que la saison 2023-2024. Mais avec la nouvelle formule des Ligues des Champions, ça explique aussi les parcours en Carabao Cup, les parcours en FA Cup. Forcément, les matchs s'enchaînent. Arteta compte sur lui, donc le titularise, quel que soit son état de forme. Et c'est seulement 7 buts et 4 passes décisives. Oui, mais voilà, il y a les stats. Les stats que moi, je n'aime pas, mais les stats qui sont, on ne peut pas le nier, factuels. Et quand on regarde les stats, Loulou, c'est pas catastrophique, Saka. Non, c'est très loin d'être catastrophique. Et moi, pour démarrer ce podcast, j'ai une question pour vous, une question ouverte. Je me suis un peu inspiré des tops et des flops qu'on fait souvent en débrief de match. C'est que vous me donniez votre ressenti sur la saison de Saka, mais sans argumenter. Si vous aviez un mot pour décrire actuellement la saison de Saka, quel serait le mot? Décevante. Décevant, ouais. Moi, je dirais, ouais, insuffisant. Insuffisant. Hmm. Je pense que globalement, c'est un peu les termes qui reviennent le plus au cœur de la fanbase. Et globalement, je suis très plutôt en phase et assez d'accord avec les termes. Mais pourtant, tu l'as dit, Raoul, si je regarde les chiffres avancés, alors je sais que tu n'aimes pas trop les stats, etc., Raoul, mais je trouve que c'est toujours intéressant de Bien évidemment. s'intéresser aux chiffres avancés du joueur pour avoir, on va dire, une photographie de la saison de Saka. Et si je regarde les chiffres avancés de Saka, en première ligue, duel offensif gagné, 96e pourcentile, dribble réussi, 93e percentile, pardon. Course progressive, 82e percentile. Passe vers la surface, 73e percentile. Centre réussi, 89e percentile. Expected assist, 97e percentile. Et en fait, moi, je trouve que le cœur du débat, c'est pas de savoir si oui ou non Saka fait une saison moyenne, parce que je suis d'accord avec vous, il fait une saison moyenne et je pense que ça n'a échappé à personne. Il fait une saison moyenne, une saison décevante, une saison frustrante. Je pense que là-dessus, ça, tous nos auditeurs vont être plus ou moins d'accord.
Mais pour moi, en fait, le cœur du sujet, c'est comment on peut avoir un si gros écart entre les chiffres avancés d'un joueur et l'émotion qu'un joueur peut nous faire ressentir sur le terrain. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur d'Arsenal où il y avait un tel écart entre ce qu'un joueur pouvait nous faire ressentir au cours du match, les émotions qu'il pouvait nous procurer et ses chiffres avancés. Parce que si on regarde ces chiffres avancés, pardon, bah, on pourrait dire, bah, en fait, c'est quand même une saison très costaud, c'est quand même un top joueur, c'est un top player, peut-être un des meilleurs ailiers du monde, avec la meilleure production offensive du monde. Et pourtant, quand on regarde ces matchs, moi j'ai déjà fait des débriefs avec toi, Raoul, même avec toi, Corentin, Bien sûr. on disait, mais Saka, il est passé totalement au travers de son match. Et je pense que vraiment, le cœur du débat, c'est vraiment de chercher, de trouver, d'expliquer comment on peut avoir un si gros écart entre la production sur le terrain d'un joueur qui, en termes d'émotion, nous procure pas grand-chose. Cette saison, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un match référence de Saka. Je n'ai pas un match en tête. Et ses chiffres avancés. Et honnêtement, à cette réponse, comment on peut expliquer ce gap, bah, j'ai pas la réponse. Alors, il y a des pistes qu'on évoquera dans le podcast, mais j'ai pas une réponse ferme et définitive en disant ouais, en fait, je sais l'expliquer. Pourquoi les chiffres avancés de Saka sont excellents et pour autant, pourquoi il nous sort une saison frustrante, décevante et pour les plus durs de nos auditeurs ou pour les plus durs de la fanbase, une saison catastrophique. Pour moi, il est là le cœur du sujet. Juste avant, Corentin, de t'entendre, juste Mhm. peut-être préciser, parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément le vocabulaire des stats, dire que quand Saka est dans le 95e percentile des dribbles réussis, par exemple, ça veut dire que Saka est meilleur que 95% des joueurs évoluant à son poste. Je pense que C'est c'est ça, oui. Première ligue, Mm. propre à son poste en première ligue. C'est Hein, ça, c'est ouais. pas tout Mm. joueur confondu, Non, c'est non, c'est vraiment du championnat, ouais. Mm. voilà. Donc voilà. Ce qui est aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, Loulou, ce qui est aussi hallucinant, c'est comme tu dis, c'est la différence entre le ressenti d'un supporter et ce que démontrent les stats. Juste une précision, quand je dis que je n'aime pas les stats, euh, hein, que vous me compreniez ou pas, franchement, ça ne changera pas ma vie, mais que moi, en fait, les stats, par exemple, quand il est dans le, je sais pas moi, 97e percentile de dribble réussi, c'est peut-être ça. Quand tu vois quand tu vois les matchs de Saka, aujourd'hui, c'est pas le nombre de dribbles réussis qui fait que il va me plaire ou pas, c'est sa prise de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saka, 2 ballons sur 3, c'est une passe en retrait. bien sûr, mais ça, je pense qu'on va y venir dans le podcast. Voilà, tu vois, donc C'est un c'est truc c'est qu'on va surtout développer. ça où moi, Mm. c'est pas que je m'en fous des stats, je veux juste qu'on apprenne à les nuancer et comprendre comment est fait une stat. En gros, un dribble réussi, c'est tu as un vis-à-vis, un défenseur en face de toi, tu tentes un dribble, c'est réussi, ou tu perds le ballon. En gros, c'est ça. Mais d'un attaquant, je préférais qu'il ait, je sais pas moi, parce que je pense que si on se penche par exemple sur Madueke, son pourcentage de dribble est certainement en deçà de celui de Saka. Pas son pourcentage, mais son. Si on peut parler d'un pourcentage. Mais par contre, sa prise de risque, elle est nettement supérieure. Donc, plus tu essayes, plus tu as la probabilité de ne pas tout réussir. Et dans l'ensemble, c'est vrai que le ressenti pour un supporter quand on voit les matchs de Saka, c'est pas foufou. Euh, Toi, Corentin, pour rebondir sur les stats et la Mm. petite synthèse, mais parfaite synthèse de Louis, euh, comment, on va déjà commencer comme ça, comment tu expliques que pendant très longtemps, les supporters d'Arsenal aient défendu Saka bec et ongle? C'est-à-dire que quelles que soient les prestations qu'il pouvait fournir, il était intouchable. Je parle même pas au niveau du staff, mais je Ouais. parle vraiment au niveau Mm. de la fanbase. Parce que Mm. Saka, c'est forcément l'émotion, c'est forcément l'histoire. Et Voilà, voilà. l'histoire récente Mm. du club, en fait, finalement. Mm. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une attache émotionnelle qui est extrêmement forte avec ce joueur. Je pense que c'est au final le joueur qui est le plus aimé de l'équipe dans la fanbase parce que voilà, joueur formé au club, parce que c'est un joueur qui a connu que Arsenal. Tu l'as dit au début de podcast, oui, il vient de Watford, mais bon, il avait 7 ans, donc on peut pas trop le compter dans son parcours professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui respire Arsenal, qui transpire Arsenal. Tous ses coéquipiers, que ce soit les anciens ou les nouveaux,
l'ont répété. Donc je pense que voilà déjà pourquoi les gens défendent Saka ardument, c'est parce que voilà il y a cette attache émotionnelle et parce que aussi tu l'as dit euh, il y a cette saison moi je compte vraiment les deux saisons 22-23 et 23-24 où pour moi c'est ces deux saisons où là où il est vraiment sur le toit du championnat à son poste où même s'il y a quand même de la grosse concurrence avec Salah notamment je pense qu'il était quand même vraiment à ce niveau-là pendant ces deux saisons. Et il y a aussi le fait qu'il a émergé au moment où Arsenal était au plus bas. C'est-à-dire que c'est un peu c'est un peu lui qui émerge au moment où bon c'était vraiment fin Unai Emery début Arteta, mais il représente en fait le renouveau du club parce que avec Martinelli en fait il a connu vraiment ce moment où Arsenal était vraiment dans une très mauvaise position au classement. Donc en fait il représente ce renouveau-là pour les supporters. Donc pour moi, c'est en grande partie pour ça que qu'on défend Saka. Moi aussi, j'ai beaucoup défendu parce que j'adore ce joueur. Mais après, force est de constater que depuis sa blessure, parce que je pense que c'est un élément très important à prendre en compte, il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que dans le langage corporel cette saison, je l'ai trouvé problématique moi plusieurs fois. Donc voilà, il y a des choses aussi que je sais pas qu'on n'explique pas, qu'on comprend pas. Donc voilà, c'est pour moi elle est décevante cette saison de Saka Alors, pour l'instant. on va essayer pas forcément de tout comprendre, mais essayer d'analyser parce que il y a quand même un fait marquant, et là je pense que je dois être un des seuls à pas avoir trouvé ça super cool, c'est que Saka vient de re-signer avec Arsenal Oui, pour 5 ans de mémoire, c'est ça, ouais. avec Mm. un salaire, écoutez bien, de 300 000 pounds par semaine. En gros, 340 000 euros par semaine. Ce qui en fait le joueur le mieux payé du club. C'est ça. Dans un précédent podcast, quand il venait de signer, c'était il y a 2 mois à peu près, euh, on n'avait pas trop abordé le sujet, mais moi, dans le Discord de l'assaut, rappelez-vous, je vous avais dit, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est une bonne nouvelle? Encore aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 2 mois, je vous garantis que cette question, je me la pose vraiment tous les jours. Parce que, je crois que Loulou, tu étais là, je disais, à aujourd'hui, avec la saison qu'il fait, voire même les 2 dernières saisons qu'il fait, alors je sais que lui, tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, en fait, je vois aucun grand club aller sur lui. Je vois un grand club dire, je mets 120, 130 millions, même 100 millions sur Saka. Parce que la blessure, bien évidemment, parce que cette blessure, elle a une incidence incroyable quand même sur le niveau de jeu et de performance de Saka, parce que Saka était un joueur explosif, Saka était un joueur rapide, et cette explosivité et cette vitesse, aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Ça fait quand même maintenant un certain nombre de matchs où on dit, entre nous, alors sur les podcasts, qu'on a l'impression qu'il a la charrette, et que c'est de plus en Oui, il est plus lent, flagrant. Il est très lent. très lent. Est-ce que c'est dû à de la fatigue? Est-ce que c'est vraiment dû à une perte musculaire? Est-ce que c'est lié à une gêne musculaire? Est-ce que c'est lié à une blessure peut-être pas tout à fait guérie? On ne sait pas, on n'est pas dans le corps médical, mais je trouve que ça fait partie des interrogations que l'on peut se poser. Et moi, j'estime que. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent avec Mechad, Mechad, il disait toujours un truc, alors on pouvait être d'accord ou pas, mais quand il y avait des mercatos, hivernaux ou estivaux, Mechad, il me disait toujours, quand on signe un nouveau joueur à Arsenal, la première question que je me pose, c'est combien de clubs étaient sur ce joueur-là? Rice, par exemple, on va le chercher face à City. Mm. Il y a d'autres joueurs qu'on signe face à des grands clubs et qui décident de nous rejoindre pour un projet, pour un ensemble de choses. J'étais plus ou moins d'accord avec Méchat parce que je trouve que quand tu as un bon pôle scouting qui sait détecter de jeunes talents, c'est aussi ça qui fait la force d'un club, c'est d'aller chercher des jeunes joueurs en devenir, de ne pas les payer trop cher. J'en ai marre de voir des 100 millions, 110 millions sur des joueurs ou des 80 millions ou des 60 millions sur des joueurs moyens. Donc, c'est pour ça que je dis que la valeur
et le nombre d'équipes qui s'intéressent ne fait pas forcément tout. Mais pour Saka, c'est vrai que je me dis aujourd'hui, imaginons, il est en fin de contrat l'année prochaine, il n'y a pas eu encore de négo. Quel grand club, et quand je parle de grand club, je parle du Bayern Munich, qui ont une histoire, des titres. Je ne parle pas forcément des clubs de PL, mais le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, des clubs qui ont les moyens, ou pour qui l'argent n'est pas un problème. Quel grand club irait aujourd'hui sur Saka? Et moi, très honnêtement, sur les 2 dernières saisons de Saka, j'en vois aucun. Est-ce que. Alors, Loulou, je sais que toi, tu n'étais pas d'accord avec moi, donc on va commencer par Corentin. Tu en, tu en penses quoi, toi, Corentin? Si tu te poses cette question-là, alors je te la pose un petit peu à chaud, mais très honnêtement, est-ce que tu vois, toi, des grands clubs aller sur Saka Mais je pense qu'il y a 2 ans, oui, tous les grands clubs de la planète actuellement? se saigneraient pour l'avoir, Actuellement. se seraient saignés pour l'avoir. Mais actuellement, bah, après, c'est tellement compliqué par rapport à sa blessure que en fait, tu te dis quel club en fait irait signer un joueur qui est peut-être instable physiquement. Parce que moi, j'ai l'impression en fait que Saka, il s'est pas vraiment remis à 100% de cette blessure, quoi. Quand on le voit dans ses prises de balles, enfin, quand tu regardes les compilations d'il y a 2 3 ans et quand tu regardes ce qu'il fait cette saison, ben en fait, tu vois de suite que c'est pas du tout c'est plus le même joueur, quoi. Il est plus du tout explosif comme avant. Il va plus forcément chercher le 1 contre 1. Même si Louis l'a dit, il réussit plus que n'importe quel autre ailier ses dribbles et ses 1 contre 1. Donc c'est compliqué à juger. Mais après, je pense aussi que euh, on voit jamais de rumeurs Saka dans un grand club aussi parce que je pense que C'est verrouillé. les gens savent que, enfin, les recruteurs des grands clubs savent que c'est potentiellement le joueur le, le plus fidèle, quoi, sur le marché. Donc, forcément, je pense que c'est à cause de ça qu'on voit pas souvent des rumeurs des grands clubs. Loulou, toi, tu disais que tu n'étais pas. Je crois que c'est toi qui me disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec moi. Si je te repose la question, quelques semaines après l'épisode où on en avait parlé, tu maintiens ton point de vue ou est-ce que tu émets des doutes Parce que je compare toujours, par exemple, Declan Rice, tu dis il est à vendre, honnêtement, tous les jours, tous les clubs y vont. Vraiment. Non, oui, enfin, je Saliba, tous maintiens. les jours, tous les clubs y vont. Oui, oui, alors je maintiens mon point de vue pour deux raisons. La première raison, c'est que on le dit peut-être pas suffisamment, mais Saka n'a que 24 ans. Mhm. C'est toujours un jeune joueur. Donc, on a l'impression que c'est un joueur qui est en pleine maturité, qui a peut-être 27, 28 ou même 29 ans parce qu'il est dans le circuit déjà depuis un moment, parce qu'il est titulaire Arsenal depuis un moment, mais il n'a que 24 ans. Donc, ça veut dire qu'il a toujours une marge de progression. Le deuxième point à prendre en compte, c'est le niveau de la Première Ligue cette saison. Je pense que Van Dijk en a parlé, Guardiola en a parlé, et je pense que c'est un des facteurs qui explique que la saison de Saka est décevante, frustrante, tout ce qu'on veut. C'est que il y a beaucoup moins d'écart entre les top clubs de Première Ligue et le ventre mou de la Première Ligue, pardon. Hmm. C'est-à-dire que le niveau s'est élevé d'un cran. Même les clubs moyens ou les clubs du bas de tableau de Première Ligue, ça joue plutôt bien, ça défend très bien, ça attaque très bien. Tactiquement, c'est cohérent. Et je pense que ça explique aussi le fait que, Saka galère, mais qui n'est pas le seul à galérer cette saison. J'ai pas en tête un ailier qui survole le championnat de Première Ligue cette saison. Franchement, j'en vois pas. Pourquoi? Parce que les équipes sont juste meilleures que les saisons précédentes. Donc, les individualités offensives brillent moins. Et du coup, je me dis, si je suis en top club, que je me réfère à ce que Saka a déjà fait par le passé, même s'il y a une blessure, si tu le mets dans un championnat un peu plus ouvert, un peu moins compétitif, franchement, je pense que Saka, il peut facilement doubler, voire tripler ses stats de la saison actuelle en Première Ligue. Je me suis amusé, par exemple, à le comparer à la saison d'Olysée au Bayern Munich. Donc la Bundesliga, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même un cran, voire deux en dessous de la Première Ligue. Enfin,
quand je dis un cran ou deux, c'est-à-dire qu'il y a forcément des bonnes équipes, mais l'écart entre les top clubs de Bundesliga et les clubs du milieu de tableau, voire de fin de tableau de Bundesliga, l'écart est quand même beaucoup plus conséquent. Ouais, je pense pas que le Bayern aurait marqué 98 buts en première ligue. Exactement, il n'y aurait pas. Et pourtant, si je compare les stats avancées d'Olysée et de Saka, bah Saka, il n'est pas très très loin derrière, hein. Alors forcément, Olysée, en termes de but, en termes d'XG, il crève les plafonds parce que la Bundesliga roule sur tout le championnat cette saison. Mais honnêtement, sur quelques chiffres avancés, Saka n'est absolument pas ridicule. Que ce soit en course progressive, en faute subie, en duel offensif gagné, en dribble réussi, en centre réussi, en passe D attendu, bah, Saka, il n'est pas très très loin derrière Michael Olise. Donc ça veut bien dire que aujourd'hui, si un top club se dit moi je veux Saka parce que mon championnat est plus ouvert, bah, je pense qu'il mettra l'argent sur Saka parce que Saka est capable d'atteindre un plafond beaucoup plus haut que celui actuellement en première ligue. Ok. On va essayer de comprendre maintenant aussi la méforme de Saka. Moi, Mm. j'ai identifié 3 raisons. Alors, je vous demande de les retenir, messieurs, et on va y revenir juste après. Mm. Premièrement, sa blessure. Sa blessure et surtout son opération. On peut rappeler pour nos auditeurs qui nous écoutent que Saka a été opéré fin 2023, je crois que c'était en décembre 2023, d'une blessure aux ischio-jambiers, donc c'est l'arrière de la cuisse, et que ce genre de blessure, 2024, je crois. Raoul. 2024? Ah peut-être, ouais, à vérifier. Oui, Mais c'est un genre de blessure oui, où oui. généralement du repos, une rééducation, de la kiné, mais beaucoup de repos, suffisent pardon, à soigner ce genre de blessure. Et là, la blessure, elle était quand même suffisamment sérieuse pour, après quand même quelques semaines de repos et de soins, décider d'opérer. Souvent, les caméras font un focus sur la cicatrice de Saka qui est assez incroyable. Et de cette blessure en résulte une perte de vitesse, de spontanéité, de tout ce que l'on d'explosivité surtout, pardon. Donc pour moi, la blessure, c'est un facteur, bien évidemment. Mm. Mais Mm. comme un joueur qui se fait les croisés, hein. Oui. Une blessure reste un facteur de méforme. Mais après, on fait quoi de tout ça? Deuxième raison que j'ai identifiée, c'est que quand Saka tournait bien, il y avait ce fameux triangle, Saka, Ødegaard, White. White, moins performant, beaucoup blessé, l'arrivée de Timber, d'un côté. Ødegaard, beaucoup moins performant, Près du Mémoire. énormément blessé, voire parfois transparent sur un terrain, mais par contre, encore une fois, qui fait carte blanche, t'es fit, tu joues. Voilà. Que tu sois bon ou pas, mais tu joues. Et le troisième point, peut-être le moins important, mais faut-il peut-être en parler, les blocs bas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces trois raisons potentielles de la Mm. méforme de Saka. Le bloc bas, on pourrait très bien dire que Saka en 2022, 2023 et 2023-2024, quand il y avait des blocs bas, parce qu'on jouait déjà contre des blocs bas, savait s'en sortir, oui, mais il avait de l'explosivité. Euh, oui, mais on proposait plus de jeux. Il provoquait plus. Donc, euh, donc voilà. Euh, si vous êtes d'accord avec ces trois hypothèses-là, quelle est, selon vous, la raison principale à l'absence de performance de Saka ou en tout cas à une baisse de ses performances? Je rappelle, le triangle Ødegaard, White, Mm. Saka, la blessure et les blocs bas. Est-ce que je peux en dire une autre ou Bah, bien pas? sûr, oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, je m'en ai été noté 4, et donc je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi sur 2. Donc la blessure, ça c'est évident. L'influence de l'équipe, parce que tu as parlé du trio Odegaard, White, Saka, c'est vraiment très important aussi de le préciser. Il y a aussi en fait dans cette partie-là l'influence de l'équipe en fait qui a complètement changé sur les dernières saisons. Sur Saka, je parle. Donc déjà l'utilisation des ailiers par Arteta.
Et aussi, en fait, je me suis noté les passes progressives que Saka reçoit par match, c'est-à-dire qu'avant, il en recevait 16, donc c'est-à-dire 16 passes quand il allait vers l'avant, et tandis qu'il n'en a plus que 11 cette saison. Donc ça veut dire que l'équipe, en fait, est beaucoup plus, on va dire, arrêtée et va moins dans la profondeur. Donc c'est les blocs bas dont tu parlais, Raoul. Mm. Ensuite, il y a la troisième raison, Louis en a parlé tout à l'heure, c'est le niveau des ailiers du championnat. Moi, si tu me parles d'ailier en première ligue de référence cette saison, j'ai du mal à t'en sortir un. Peut-être Semenyo, tu vois, mais Doku, même Doku, mais c'est très irrégulier. Donc en fait, j'ai du mal à vraiment sortir un ailier extrêmement régulier cette saison en première ligue. Et la quatrième, qui pour moi, c'est celle-là en fait la plus importante, c'est l'utilisation de Saka. C'est-à-dire que aujourd'hui, Saka, ok, il a que 24 ans, mais il a été extrêmement, extrêmement utilisé. C'est-à-dire qu'il a joué un nombre de matchs que aucun autre jeune n'avait jamais joué avant. C'est-à-dire que si on regarde les stats, c'est le quatrième plus jeune joueur de l'histoire de l'APL à atteindre les 200 matchs. Mm. Donc juste derrière Ferdinand, Rooney et Barry. Il a déjà joué plus de minutes cette saison que la saison dernière, alors qu'il était blessé 3 mois. Donc là aussi, multiplication du nombre de matchs cette saison à cause des parcours en Cup. Entre mai 2021 et octobre 2023, il a joué 87 matchs consécutifs en PL. C'est un record du club. Donc ça veut dire que vraiment sur cette période-là, on l'a usé, surusé, surutilisé, tous les termes qu'on veut. Et entre 18 et 22 ans, c'était le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif. Donc comme quoi, en fait, sur cette période vraiment cruciale de son développement où il était très très jeune, on l'a énormément utilisé. Et pour moi, c'est cette saison-là où en fait il a le retour du bâton. Et pour moi, c'est vraiment la principale raison de sa méforme, c'est que je pense qu'il est cramé. Voilà, je pense que je pense que je pense qu'il est vraiment à bout physiquement. Après aussi, faute d'Arteta aussi de pas assez utiliser Madueke. C'est là où le dossier d'Arteta va être ouvert, hein, forcément. Là voilà, on reviendra plus tard sur Arteta, mais pour moi, Madueke est vraiment pas assez utilisé cette saison pour justement combler au maximum cette fatigue de Saka, qui pour moi est visible. Donc voilà, pour moi, la principale raison de la méforme de Saka, c'est sa surutilisation au cours des premières saisons de sa carrière. Ok. Loulou, toi, de ton côté? Je suis globalement d'accord avec tes raisons à toi, Raoul, et tes raisons aussi à toi, Corentin. Pour moi, les deux principales, on va dire, et j'arrive pas à en mettre une au-dessus de l'autre, c'est forcément, vous l'avez dit, la blessure. Euh, Grosse blessure on le voit, tu l'as dit tout à l'heure, Raoul, moi, ce qui me choque cette saison à propos de Saka, c'est sa lenteur. Franchement, il est tellement lent dans ses courses, dans ses appels de balles, dans ses enchaînements. Et du coup, vu qu'il devient de plus en plus lent, il a moins cette spontanéité, cette explosivité qu'il avait. Du coup, il s'enferme un peu dans ce qu'il maîtrise le mieux. Et du coup, on a l'impression d'avoir un joueur ultra stéréotypé. Parce qu'en fait, il n'a pas ni la spontanéité, ni l'explosivité, ni la vitesse pour faire autre chose. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler. Soit il va forcer une frappe du pied droit, mais on sait que son pied droit, c'est pas son arme principale. Soit il va faire son classique, rentrer dans l'axe et essayer de tirer du pied gauche. Sauf qu'avant, ça fonctionnait parce qu'il avait la vitesse pour prendre de vitesse son défenseur et de pouvoir déclencher une frappe. Mais cette saison, comme il a pas la vitesse pour le faire, en fait, c'est un joueur qui est un peu en cours d'idée, à court d'idée, et qui n'arrive pas à être décisif. Donc forcément, la blessure, c'est indéniable que ça a joué un rôle. Et pour moi, la deuxième raison, vous l'avez dit, c'est au-delà du triangle Odegaard de White qui est absent cette saison, c'est la dynamique, on va dire au global, la dynamique offensive et la Mm. dynamique du milieu de terrain. Puisque la dynamique offensive, j'en ai assez régulièrement parlé en podcast. Moi, je suis partisan du fait qu'il y a un énorme manque de qualité sur notre ligne offensive. Et peut-être que Saka ne brille pas parce qu'il n'a pas suffisamment de talent autour de lui qui vont lui permettre de briller. Ensuite, sur Odegaard White, oui, je suis d'accord, même si pour autant White,
enfin pas White, Timber pour moi c'est un super Bien joueur, sûr. même peut-être d'autres joueurs au milieu de terrain. Mais par exemple, Saka cette saison, en termes de participation relative, il reçoit 24% de moins de passes que la moyenne de son équipe. Donc non seulement il fait plus de différence avec sa spontanéité, sa vitesse, il est devenu lent, mais de deux, en plus, on le trouve plus. On n'arrive plus à le trouver suffisamment, il est plus assez influent, alors que c'est censé être ton leader offensif. Et un leader offensif qui reçoit 24% de passes de moins que la moyenne de son équipe, bah, c'est pour ça que des fois, on a l'impression de voir un Saka transparent, un Saka qui a du mal à gérer ses matchs, à gérer ses duels. Il reste toujours intéressant physiquement quand il reçoit le ballon dans les pieds. Physiquement, il fait encore la différence. Et ça, c'est peut-être un autre point. Est-ce qu'il n'a pas pris trop de muscles par rapport à ses débuts, par rapport à quelques saisons, combiné à sa blessure? Bah, peut-être qu'effectivement, on a un joueur qui est devenu très lent, mais qui est devenu ultra physique et qui, dans les duels, pour le bouger quand il est dos au jeu ou à l'épaule, honnêtement, il faut y aller. Mais derrière, il n'a plus la vitesse suffisante en fait pour faire la différence. C'est Et vrai, on le trouve beaucoup moins. c'est vrai que quand il est dans le corps du jeu, quand il descend un petit peu ou qu'il rentre un peu dans le terrain, il subit énormément de fautes qui stoppent le Oui, jeu. bah, ça c'est sûr. On peut lui laisser. Mais c'est super intéressant ce que vous venez de dire et j'aimerais que on essaie d'avoir une réflexion un petit peu en comparant Saka à Madueke, juste pour essayer de comprendre les choses, en tout cas que vous puissiez m'éclairer sur votre point de vue. Louis, je vais m'adresser à toi. Si je reprends ton raisonnement, parce que il y a une chose que la vie, entre guillemets, m'a apprise, c'est que souvent, quand tu fais un raisonnement par l'absurde, tu vois un peu plus clair. Donc, je vais prendre ton analyse où tu dis que Saka touche 24% de ballons de moins, si j'ai bien compris, en gros, que ses Et que la moyenne de partenaires. l'équipe. Oui, Voilà. Donc, c'est-à-dire exactement. qu'il est moins trouvé ou qu'on joue Oui, moins avec lui. oui. J'ai pas les stats de Madueke, mais visuellement, j'ai quand même l'impression que quand Madueke est titulaire ou qu'il rentre en cours de jeu pour remplacer par exemple Saka, j'ai l'impression que bizarrement, le jeu bascule plus facilement à droite et que Madueke est plus facilement trouvable, entre guillemets. Oui, je te confirme, j'ai les chiffres, donc je te confirme. Saka est à, du coup, comme j'ai dit, 24% de moins que la moyenne de son équipe, et Madueke, on descend à 17%. Donc, il touche, Madueke, toujours un peu moins de ballons que la moyenne de l'équipe, mais il va toucher que 17%, quand Saka va toucher 24% de moins. Ouais. Sachant que je pense que les joueurs qui touchent le plus de ballons, très honnêtement, de cette saison sont Saliba, Gabriel, Raya. Non, Oui, je le dis oui, en certainement. ironisant, mais honnêtement, si on devait se pencher sur les stats, on ne devrait pas être très très loin de la réalité. Donc déjà, tu vois, je me dis, OK, ton argument, s'il devait tenir ou si c'est une partie de la vérité, je ne veux pas le détruire, mais j'essaie de comprendre, on devrait retrouver les mêmes chiffres avec Madueke et visiblement, c'est déjà sensiblement moins du côté de Madueke. Donc potentiellement, quand un joueur demande le ballon, quand un joueur propose de la profondeur, parce qu'aujourd'hui aussi le problème, c'est que quand il n'y a pas de bloc bas et que tu veux chercher de la verticalité, aujourd'hui, Saka, tu peux plus le lancer en profondeur. Non. Et ça fait, bah, quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans que, rappelez-vous, l'année dernière, j'avais même dit, Saka, il y a un moment donné, ou une période de la saison, quand il n'avait pas le ballon dans les pieds, il n'allait même pas chercher le ballon. Il le voulait absolument dans les pieds. Donc, on manque de vitesse et donc aussi de verticalité sur le côté droit. La blessure, bien évidemment, le trio, mais là, on parle de l'utilisation de Saka. Mais si on se pose la question, quand le Saka il a le ballon, visiblement 24% de moins que les autres, il en fait quoi de ce ballon? On a quand même un joueur, je trouve, qui a perdu de la spontanéité offensive. Je trouve qu'on a un joueur qui a perdu de la créativité offensive. Et depuis le début de la saison, même s'ils n'ont pas forcément toujours joué ensemble, avec le jeu des blessures des uns, des autres, des méformes, etc., il y a quand même eu une relation qui a eu énormément de mal à se faire, c'est notamment la relation Saka-Gyökeres. On pourrait très bien dire que Gyökeres n'a pas l'étoffe d'un joueur technique, etc. Mais rappelons qu'on enregistre au lendemain d'une série de matchs internationaux où Gyökeres, en 2 matchs, met 4 buts et donne la qualification à la Suède. Donc,
j'ai envie de dire, même si c'est pas des buts très compliqués, j'ai envie de dire qu'en termes de renard des surfaces, quand Gyökeres est alimenté, il sait encore aujourd'hui marquer. Il y a vraiment eu ce problème, moi je trouve, d'alimentation de Gyökeres par Saka. On l'avait quand même souvent pointé du doigt. Gyökeres commençait même dans sa gestuelle à s'impatienter, je trouvais. Je pense que ça, c'est des choses qu'on a déjà dites lors de débriefs. Donc, dire que Saka, on le trouve moins, ok, mais de se dire quand Saka a le ballon, ben finalement, il crée moins aussi. Et qu'il a cette Ça habitude. reste toujours un très bon créateur d'occasion dans la fluidité. Il a 97e percentile d'expected assist. Donc il y a quand même toujours des preuves des bonnes stats de joueurs créatifs. Mais par contre, oui, il est beaucoup moins décisif. Moi, c'est le reproche que je lui fais cette saison, c'est qu'il est sur le même niveau de créativité peut-être en termes de chiffres que par exemple la saison dernière, la saison 24-25. Par contre, il est beaucoup moins décisif, que ce soit en Hmm. termes de but ou en termes d'XG. Bah, il est plus du tout dans les bonnes zones. Il est souvent en retrait. On a l'impression parfois qu'il force son jeu. Et en fait, moi, quand je regarde ses stats, la question qui m'a poussé ou que je pose aussi dans l'article, c'est en fait, Saka, est-ce que c'est toujours un ailier? Alors voilà. Et là, on va y venir parce que effectivement, alors malheureusement, avant la trêve internationale, je poussais. Encore une fois, je ne veux pas vous mêler à mes prises de position, mais je poussais et je disais très clairement qu'aujourd'hui, entre Madueke et Saka, Madueke avait pris le lead. Moi, je trouvais, en tout cas en termes d'impression visuelle, avait pris le lead. Je ne parle pas des stats, bien évidemment, par rapport à Saka et qu'il était plus créatif, qu'il était plus percutant, peut-être plus brouillon, mais voilà. En tout cas, il commençait un petit peu à trouver le chemin défilé et à trouver une sorte de côté un petit peu décisif. On en a parlé, je crois, c'était dans quel épisode où justement, quand on compare le nombre de buts et passes D de Saka par rapport au nombre de buts passe D de Madueke, quand on compare le nombre de minutes jouées et de la confiance qu'on lui donne, finalement, l'un et l'autre ne sont pas si loin. Mm. Donc, euh, mais on a vu quelque chose qui a été tenté avec un repositionnement de Saka un peu plus axial pour remplacer Ødegaard, pour remplacer Eze. Et ça, Louis, tu as été l'un de ceux qui demandait à en voir plus dans cette position. Est-ce que aujourd'hui, le futur de Saka peut se retrouver comme étant le futur meneur de jeu d'Arsenal? Pour moi, c'est une question qui se pose. Pour moi, c'est une question qui est légitime, puisque si on fait un peu le résumé là de tout ce qu'on a dit sur la saison de Saka, c'est un joueur qui brille, on va dire, qui reste quand même un joueur qui est assez créatif, qui est très doué techniquement, qui est à l'aise dans les petits espaces, qui est très physique, qui est à l'aise dans les demi-espaces. C'est un joueur qui a perdu en vitesse, c'est un joueur qui ne prend plus la profondeur, qui a perdu en spontanéité, en explosivité. Est-ce qu'au final, c'est pas un profil de milieu offensif? Et pour le peu de minutes où on l'a vu à ce poste, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain naturel qui se dégageait de la part de Saka à cette position. Et je trouve aussi que la complémentarité entre Madueke qui serait ailier droit et Saka qui serait, on va dire, un peu plus axial dans le demi-espace ou un peu plus au cœur du jeu, je la trouvais très intéressante puisque la grosse différence, comme on l'a dit, entre Saka et Madueke, c'est que Madueke est un joueur de profondeur, est un joueur qui brille par sa faculté à rechercher le 1 contre 1, à faire mal techniquement à son adversaire, de prendre la profondeur, de prendre les espaces, ce que Saka ne fait pas. Alors, ils ont aussi un point commun, c'est que les deux, cette saison, ne sont pas tueurs, puisque Madueke, il a bien, effectivement, il a marqué des jolis buts, il a beaucoup de points positifs, mais c'est pas non plus un tueur devant le but, comme Saka cette saison Mhm. n'est pas non plus un tueur devant le but. Mais pourtant, il y a cette complémentarité entre un Saka qui brille quand il a le ballon dans les pieds et un Madueke qui brille quand le ballon lui est mis en profondeur devant lui. Et je trouvais ça intéressant parce que tactiquement, ça ouvre un champ des possibilités qui est quand même super intéressant. C'est que de un, on pourrait avoir un Saka pourvoyeur de ballon pour Madueke,
Je pense que, on l'a dit, Saka, il a la qualité créative pour mettre les bons ballons au bon moment à Madueke, et lui, dans la profondeur, il se régale. Et aussi, deux, on pourrait avoir des joueurs qui pourraient permuter, chose qu'on ne voit pas suffisamment, je trouve, dans le système Arteta. On pourrait avoir beaucoup de permutations entre à Madueke qui pourrait aussi rentrer peut-être parfois un peu plus à l'intérieur du jeu avec sa qualité technique et la possibilité de le faire, et un Saka qui pourrait un peu plus dézonner sur le côté pour venir combiner avec Madueke. Moi, honnêtement, tu l'as dit Raoul, je milite pour voir ça un peu plus. Est-ce que Arteta va le faire? Honnêtement, je ne pense pas, malheureusement, parce que ça serait un énorme bouleversement quand même dans le système Arteta. Ça serait remettre un peu en question tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Ça serait remettre en question, du coup, forcément, tout le système qu'il a bâti. Pardon. Qu'est-ce que tu fais d'inverse? Qu'est-ce que tu fais d'Eze? Qu'est-ce que tu fais d'Odegaard? Si tu dis, voilà, moi, mon milieu offensif, c'est Saka. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne le ferait pas, mais pour autant, là, actuellement, quand je vois que Eze est blessé, qu'Havertz est à court de rythme, Kodegaard est à court de rythme, est-ce que contre Southampton, on ne pourrait pas voir un Saka milieu offensif et un Madueke les droits? Je l'espère. J'espère que c'est au moins dans la tête d'Arteta. Et effectivement, tu l'as dit, je veux en voir plus de Saka au cœur du jeu. Alors, Corentin, moi j'ai une question pour toi. J'ai peut-être pas tout suivi ces derniers jours, mais moi je suis Hum. resté sur Madueke qui repartait du premier Ah oui, match de pardon, il est l'Angleterre blessé avec aussi, une du coup. attelle et qui potentiellement va être blessé quand même quelques temps. Ouais. Donc moi, j'ai pas vu une information qui disait que il pourrait être de retour directement pour Southampton. Est-ce que ça a changé entre-temps ou pas? Je sais pas. Ça s'annonce moins grave que prévu, Ouais, mais c'est mais bon, il est quand même plein de 3 matchs out, quoi, ok. Donc du je coup, c'est pense. quelque chose que l'on va pas forcément voir. Alors, Corentin, je m'adresse toujours à toi. À partir du moment où Madueke est blessé, c'est donc probablement quelque chose qu'on ne verra pas avec Saka plutôt dans le half space et Madueke sur le côté droit. Euh, Louis il disait en conclusion qu'il ne pense pas qu'Arteta prendra le risque. Encore une fois, c'est un dossier spécial Saka, on va pas faire un dossier spécial Arteta, mais finalement, est-ce que c'est pas ce que l'on demande à un grand coach de faire des choix, d'oser? Est-ce que finalement, c'est pas ce qui fait une grande équipe d'avoir des joueurs phares, des joueurs stars, des très bons joueurs qui sont capables d'évoluer finalement à plusieurs postes sans perdre en performance? Alors, je ne veux pas parler de joueurs stars, mais je prends l'exemple de Cherki, qui a commencé en début de saison à évoluer plutôt le côté droit à City, qu'on a revu maintenant un peu plus dans l'axe face à nous. Donc, on a un entraîneur à City qui est l'un des très grands entraîneurs de ces dernières décennies. Qu'on l'aime ou De qu'on l'aime l'histoire, hein, pas, de l'histoire, hein, on peut le dire. actuellement, je veux dire, voilà, hein, il a fait ses preuves. Est-ce que à un moment donné, c'est pas aussi à Arteta de provoquer et justement de remettre en question ses choix? Parce que ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est avec l'absence de Madueke, je vais être très provocateur. Est-ce que dans la forme intrinsèque du moment, je parle bien de forme, est-ce que Max Doman ne mérite-t-il pas de jouer titulaire, par exemple, contre Southampton et de laisser Saka souffler? Euh, Grande question, la deuxième. Mais pour revenir sur la première, Louis disait qu'Arteta ne le ferait pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense justement qu'il est prêt à le faire. Pourquoi? Parce que il l'a tenté contre Wigan. Alors, ok, c'était que Wigan, mais quand même, Saka a joué au milieu de tout le match contre Wigan. Ce qui montre quand même que ça trotte dans un petit coin de la tête d'Arteta, mine de rien. Et faut-il rappeler, il a joué le dernier quart d'heure au milieu contre City en Carabao Cup. Donc pour moi, il y a quand même une volonté d'Arteta de tenter Saka à cet endroit. Euh, Pourquoi? Parce que bah, après je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que il a la question de Saka au milieu se pose parce que déjà même physiquement, c'est plus du tout le même joueur. Je trouve qu'il est beaucoup plus costaud et apte à jouer dans ce rôle-là. Donc je vais pas redire tout ce qu'a dit lui, je suis totalement d'accord sur cette réflexion-là de Saka au milieu. Pour moi, la question se pose et c'est cohérent. Après, pour revenir sur le cas Madueke,
C'est vrai que pour moi, c'est un gros coup dur quand même, sa blessure, parce que il était quand même. Pour moi, cette saison, il est quasiment irréprochable, Madueke, sur ses performances. Et la question de Max Zoman, pour moi, elle se pose vraiment sur cette fin de saison. Franchement, quand on voit sa rentrée contre Everton, qui est vraiment pour moi sensationnelle. Il y a les perfs qu'il vient de faire encore avec les U19 anglais, où il fait un match de fou malade. Franchement, T'as vu le but qu'il marque, il prend le ballon tout droit, allez hop. franchement, il nous fait une Messi. Donc après, voilà, titulaire en FA Cup contre Southampton, pourquoi pas. Titulaire en Première Ligue, je ne pense pas que là, par contre, Arteta passera ce cap-là. Oui, mais voilà, mais on en revient à Euh, Arteta, excuse-moi de te couper, mais la question c'est est-ce que aujourd'hui dans l'état de forme, est-ce que Doman, qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend, n'est pas plus en forme que Saka? Et si c'est le cas, hmm, est-ce qu'il ne doit pas jouer? Aujourd'hui, il faut faire des après, ouais. choix. Tu Hmm, vois? Je veux dire, à un ap- moment donné, quel que soit l'âge, quel que soit le statut d'un joueur, si tu es plus en forme, hmm, pourquoi il ne devrait pas jouer alors que Saka, il n'est pas performant? ouais, parce Je que. m'excuse, je te coupe, mais en fait, j'aime me rappeler un truc, c'est que contre City, on l'a peut-être pas dit, c'était le deuxième match quasiment coup sur coup où Saka est passé complètement à travers. Alors, Leverkusen, à l'aller, il passe à travers et ça se voit un peu plus parce que on a été dominé, mais il y a quand même des joueurs qui sont ressortis du lot. Contre City, on s'est fait manger tactiquement, bah, le coach s'est fait manger par Pep, mais faut-il quand même préciser que Saka, Starboy, il avait en face de lui Aurélie, O'Whaley, qui est pas un arrière-gauche de métier Hmm. et qui, Bon, final, c'est quand même son poste depuis qu'il joue à City. oui, mais c'est pas un arrière-gauche de métier. Quand tu te dis Saka, c'est quand même, si on reprend l'argument de Louis en disant c'est l'un des top ailiers de la PL, face à un joueur qui est repositionné à ce poste-là par Pep, mais qui a une formation plus offensive, qui te mange ton Starboy, met deux buts, c'est-à-dire qu'il l'a dominé défensivement et offensivement. C'est quand même très très grave. Les grands joueurs, on les attend sur les grands matchs. Et Hmm. pour moi, Ouais, ouais. Leverkusen à l'aller comme la finale de Carabao Cup, on l'attendait Saka, notamment. Hmm. Pas que, mais on Mais l'attendait, tu vois. ouais, ouais, mais je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'en fait, moi, la finale de Carabao Cup, elle m'a fait vraiment mal parce que elle rentre, euh, elle rentre en contradiction en fait avec tout ce que moi j'attendais de Saka Mm. et aussi de la présence d'Odegaard, parce que moi, je pensais vraiment que Odegaard allait revenir dans cette semaine-là, juste avant la finale, et que il y allait avoir quand même nos deux, on va dire, les deux hommes forts de Leader. l'équipe, Ouais, les parce deux que leaders, ouais. on peut dire ce qu'on veut, quand même, Odegaard et Saka sur le côté droit, ça a été une référence de notre attaque dans nos sur les années 22, 23, 23, 24, où vraiment les deux, ils étaient complémentaires et ils portaient notre attaque. Et en fait, c'est là où cette finale, elle nous fait mal, c'est-à-dire que Odegaard, ben, il n'est pas là. Et on peut dire ce qu'on veut, ça nous fait mal offensivement qu'il soit pas là. Alors ok, je veux bien qu'il fasse une saison plus que compliquée, mais ça reste quand même, quoi qu'on en dise, un leader offensif. Et aussi du fait que Saka en fait passe complètement à travers la finale. Et pour moi, je pensais vraiment qu'il allait, comme tu dis, être présent dans un grand match. Et parce que je suis peut-être très naïf, mais moi, j'attends encore une fin de saison grandiose d'Odegaard et de Saka. Alors peut-être que voilà, hein, peut-être que je Je vis pense au que c'est pays, pas le bon soir peut-être que pour te. peut-être que je vis au pays des bisounours, mais voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête et j'ose espérer en fait que les deux vont step up quoi. C'est-à-dire que là, tu as le sprint final et en fait, j'ai du mal à me dire qu'on va aller chercher une première ligue sans Saka et Odegaard, en fait, avec ces deux joueurs-là, moyens, quoi. Mm. Voire, voire, voire nul. Mhm. Donc, en fait, pour moi, j'ai du mal à me dire, en fait, on va aller chercher un trophée majeur sans de grandes performances de ces deux joueurs-là. Voilà, ce qui est aussi la force de notre équipe et de notre collectif. Mais j'ai du mal, en fait, à me dire que, ben, en fait, l'année où on peut potentiellement gagner une PL, ben, en fait, ce sera pas l'année de Saka et d'Odegaard, quoi. Et moi, ça me fait bizarre, en fait. Loulou, toi, dans
dans la question d'Auman Saka avec l'absence de Madueke. Très souvent, en parlant de Max Dauman, tu as souvent dit, il est jeune, ne pas le cramer, lui laisser du temps, etc. À Oui, aujourd'hui, il démontre quand même certaines choses. Alors, il faut pas l'envoyer face à des bouchers qui vont lui péter les deux genoux. Je suis bien d'accord. Mais encore une fois, je répète, et peut-être qu'un jour il passera à côté, mais sur la forme actuelle du moment, Saka, moi je le mets derrière Madueke et Doman. Madueke étant absent, tu fais quoi? bah, c'est vrai que sur la question de Man, j'ai toujours été un peu partisan de freiner un peu des 2 pieds parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un gamin de 16 ans. J'ai pas envie, qu'on le crame, j'ai pas envie que tout le poids, de cette course au titre, repose sur ses frêles épaules. Mais après, force est de constater que ce qu'il a démontré depuis qu'il est arrivé, dans le groupe, sur le terrain, je repense au match, d'Everton, techniquement le but qu'il inscrit, je pense qu'on a été tous incroyablement dans l'euphorie par rapport au but en tant que tel, mais si on regarde à froid techniquement ce qu'il réalise pour marquer ce but, le crochet qu'il inflige à Dewsbury Hall, et même il en avait infligé un autre 10 minutes avant, j'ai pas vu beaucoup de gamins de 16 ans humilier comme ça un joueur de première ligue qui a 10 ans de bouteille, tu vois, derrière lui. Donc force est de constater que le gamin, il est au-dessus, il a un talent, c'est un crack, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, sur cette fin de saison, tu l'as dit, Madueke est blessé. Alors, Corentin l'a dit, effectivement, c'est un peu moins grave que prévu, mais on sait toujours qu'à Arsenal, même les blessures qui sont mineures, ça peut durer des plombes et des plombes et des plombes. Donc, Matter of days. peut-être que Madueke, on le reverra pas avant la fin de saison. Donc, même si c'est une blessure mineure. Donc, oui, effectivement, Madueke est blessé, Martinelli, pareil, saison fantôme. Trossard, depuis le mois de janvier, ça va plus. Derrière, est-ce que qui? Il reste que Saka, il reste que Doman. Moi, honnêtement, je contre Southampton, je mettrais bien Doman sur le côté droit et Saka dans l'axe. Donc tu continues à faire jouer Honnêtement, Saka. oui, je continue à faire jouer Saka parce que il a toujours quand même cette qualité. Quand le ballon est dans ses pieds, on voit toujours qu'il y a du ballon. Enfin, je veux dire, le bateau n'a pas coulé. Il a Non, bien beaucoup sûr. perdu athlétiquement, physiquement, il a beaucoup perdu. Mais on voit que quand le ballon est dans ses pieds, ça reste, tu vois que c'est toujours un joueur qui a du ballon. Et même une attaque a besoin de repères. Et Saka, c'est quand même le repère, un peu le repère de cette attaque, où les ballons, la plupart du temps, vont quand même plutôt sur le côté droit de cette équipe. C'est pas pour rien, c'est parce que Saka y est présent. Donc honnêtement, peut-être que Doman, c'est la clé de cette fin de saison sur ce côté droit où Madueke est effectivement blessé et où Saka est en extrême méforme. Mais du coup, moi, ça me pousse toujours dans cette réflexion à voir toujours plus Saka au cœur du jeu parce que je pense il peut y avoir une énorme complémentarité et entente entre Madueke et Saka, entre Saka, Doman, entre Saka peut-être même et Martinelli et Trossard, puisque Saka a aussi joué sur l'aile gauche dans sa carrière. Donc, c'est une zone du terrain qu'il connaît aussi. Donc, Alors, ouais, pour moi, moi, je pousse véritablement à voir Saka, au cœur du jeu un peu plus, en cette fin de saison. ouais, entendons-nous bien, Louis, quand je te pose la question, donc tu fais jouer Saka, c'était pas par rapport à une sanction sportive, c'était surtout sur le fait qu'il est cramé et qu'à un moment donné, il faut qu'il se repose. Et que du coup, si tu le fais jouer même dans l'axe, même contre Sunderland, ça veut dire qu'il va encore accumuler des minutes de jeu et que donc, en termes de récupération, c'est pas, c'est pas folichon. Il- Voilà. Maintenant, je sais pas si c'est la conclusion de tout ça, mais messieurs, quand on a parlé de Saka depuis maintenant peut-être à peu près une heure, il y a quand même un facteur qui revient toujours, c'est Arteta. Et je pense que moi, Arteta, finalement, je ne voulais pas donner dans mes hypothèses de raison du déclin ou de la méforme de Saka, mais je pense que Arteta a une énorme part de responsabilité. Parce que quand il pouvait faire autrement, il ne l'a pas fait. Quand il devait faire souffler Saka,
Il ne l'a pas fait. Dès que Saka, en gros, ça donne l'impression que dès que les médecins disaient oui, Saka, il peut sprinter, il peut courir, ok, je le titularise. Saka a fait des matchs moyens, il a fait des matchs dégueulasses, il faut le dire, et il y a des matchs où il a joué quand même 90 minutes en faisant des matchs dégueulasses. Et ça, je pense que Arteta a aussi, sans vouloir ouvrir le dossier aujourd'hui du coach, mais a aussi sa part de responsabilité dans le fait d'avoir un joueur qui souffre physiquement, souffre peut-être mentalement, et que ben, quand un joueur qui souffre mentalement et physiquement, la réponse n'est pas forcément de continuer à le faire jouer pour lui donner de la confiance, pour en espérant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que que Arteta, pardon, il est exactement dans la même posture que la fanbase. Je m'explique. Souvent, quels que soient les podcasts, francophones, anglais, commentaires sur les réseaux sociaux, on dit toujours Arteta ne fait pas sortir Saka parce que Saka est capable d'un éclair de génie à n'importe quel moment. Et moi, ce à quoi je réponds, c'est que quand tu regardes un match où Saka il est pas bon et que l'arbitre il siffle le coup de sifflet final et que Saka il n'a pas eu son éclair de génie, c'est quand même assez dramatique. Donc, est-ce que l'espoir que tu mises sur un joueur au final, quel qu'il soit, doit justifier ou peut justifier une utilisation bien au-delà du raisonnable pour ce joueur? Moi, je trouve que non. Je sais peut-être mon Hmm, côté vieillot, mais moi, je trouve que hmm. non. On peut pas. Ben, aujourd'hui, la fanbase, en général, quand Saka faisait un match très moyen, mais qu'il avait délivré une passe D et que tu gagnes un match 3-0, on te dit, ouais, mais Saka, il a fait une passe D. Il a fait un bon match. Waouh. On parle quand même d'un joueur qui a un statut. On parle quand même d'un joueur qui va être le mieux payé au club. Pour moi, ma vision du foot, faire un match dégueulasse euh, et faire une passe D dans un match que tu gagnes 3-0, ça n'en fait pas de toi, de ce match-là, une bonne performance. Et je sais que Louis, toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Euh, On oui, laissera le en fait, président trancher à la fin. je suis effectivement si on prend ton argumentaire global, on va dire que je suis dans les faits plutôt d'accord avec toi, mais tu as oublié peut-être un paramètre au contexte. C'est qu'on a dit Arteta, cette année, tu dois gagner. Et pour moi, une équipe qui doit gagner, qui veut gagner, elle doit s'appuyer sur ses éléments de base, ses hommes forts, ses hommes clés. Même si la saison est moyenne, Arteta l'avait déjà dit, je pense, la saison dernière ou peut-être il y a quelques saisons. Il avait pris l'exemple de Salah. Il avait dit voilà, Saka, il doit s'habituer à jouer tous les 3 jours parce que c'est mon homme clé. Il avait été transparent là-dessus. Il avait dit ouvertement. Il avait d'ailleurs pas dit que pour Saka, mais il avait dit quand tu es un homme clé, tu dois t'habituer à jouer tous les 3 jours. Hmm. C'est pareil pour Saka, c'est pareil pour Rice, c'est pareil pour Zubimendi, c'est pareil pour Saliba, c'est pareil pour Gabriel. Et c'est même pareil pour Timber. Parce que Timber aussi, il a essoré jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit maintenant tu dois gagner, et pour gagner, il doit s'appuyer sur ses hommes forts. Parce qu'effectivement, oui, Saka, il est cramé. Oui, cette saison, la question de la concurrence avec, avec Madueke se pose parce que Madueke montre des belles choses, même si tout n'est pas parfait, même s'il n'est pas plus tueur que Saka, il montre des choses intéressantes dans son profil. Mais la saison dernière, il avait qui en concurrence, Saka? Fabio Vieira? Nwaneri. Nwaneri? C'était du bricolage, mais c'était pas un ailier. La saison d'avant, il avait qui en concurrence, Saka, pour faire tourner? Nelson. Reece Nelson? Marquinhos? Merci de Oui, nous rappeler d'où on vient, Louis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il est cramé, mais c'est parce que dans les saisons d'avant, Arteta a été obligé de le cramer. Pour moi, il a Euh, été obligé de le cramer, et de deux, oui, il est surutilisé parce qu'on demande à Arteta de gagner. Et pour gagner, il doit utiliser ses hommes forts. C'est mon avis. Avant de te laisser conclure, trancher, Corentin, Hmm. juste pour répondre à Louis, euh, on a dit à Arteta, tu dois gagner. Entièrement d'accord. La fanbase a cautionné le fait que Arteta devait gagner, quelle que soit la manière dont on joue.
Moi, j'ai eu du mal à avaler la pilule, mais soit. Je pense que Arteta doit gagner, quels que soient les joueurs qu'il aligne. Et j'attends, moi, d'un grand coach, qu'il aligne non pas ses plus grands espoirs, mais qu'il aligne les joueurs qui sont le plus performants. Et tu l'as dit pour digresser un petit peu du sujet Saka, il a abusé de Timber, il a cramé Timber. Il a abusé de Zubimendi, il a cramé Zubimendi. Et tu arrives dans le sprint final, ou au final, ou dans une position où tes joueurs phares du début de saison, parce que Timber, début de saison, il était limite au-dessus de Rice en termes de performance. Parce que Rice, C'était le débat, hein, début de ouais, saison. Timber rappelez-vous, ou hein, Rice. rappelez-vous. Mm, Et tu vois, Louis, en mm. fait, c'est là où moi je suis pas. Je comprends ce que tu me dis, entièrement d'accord. Et clairement, Ouais, mais par on exemple, peut. pour Timber, Ouais. tu mets qui pour faire tourner Timber? Bah, je pense qu'il y avait White quand il était pas blessé, mais qui jouait pas. Et tu avais la Pour moi, possibilité de. White, il est totalement cramé. Il est encore plus cramé, White. Pour Eh ben, moi, tu avais la White, possibilité. Ouais, honnêtement, mais White, il fait plus du tout partie de l'équation. les matchs. Je l'aime bien, hein, mais Ouais, ouais. Mais les matchs se choisissent. Et après, tu peux mettre sur des matchs un peu plus simples ou des choses comme ça. Tu peux mettre Mosquera. Tu peux faire. Vraiment, je pense que tu peux essayer plein de choses sans forcément euh, dénaturer ton projet. Et je pense qu'il ne l'a pas fait. Et alors après, de toute façon, soyons clairs, pour terminer sur le cas Arteta, de toute façon, il va mourir avec ses idées. Parce que s'il ne oui, remporte pas la PL, il doit partir. Et j'espère qu'il partira de lui-même. Ou que le club dira, t'as pas réussi, t'es allé au bout de tes idées, t'as dit, OK, pour gagner, il faut tirer un trait sur la qualité de jeu. Ça n'a pas marché. Tu pensais que pour gagner la PL, il fallait t'appuyer sur tes hommes forts sur le papier, ça n'a pas marché. On parle de Zubimendi, ça fait deux podcasts que l'on fait où on se dit putain, il faudrait qu'on parle quand même à un moment donné de Nordgard, mais c'est pas encore aujourd'hui qu'on va en parler. Mais voilà, il y a tant d'exemples. Et s'il remporte la PL, ok, bah, il aura remporté la PL, ça restera pas l'année la plus jolie en termes de jeu, mais il l'aura remporté. Et je pense vraiment qu'on va y aller. Mais voilà, moi je pense qu'à un moment donné, de s'appuyer sur des espoirs, ça fait pas forcément avancer le schmilblick. Président, Ouais, non, je voulais juste revenir sur la stat que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire entre mai 2021 et octobre 2023, Saka a joué 87 matchs consécutifs en Première Ligue. Louis disait tout à l'heure que Arteta n'avait rien d'autre à mettre à sa place. Certes, mais je pense quand même qu'il aurait quand même pu alterner 2-3 matchs avec les joueurs qu'il y avait avant, c'est-à-dire soit Nelson, soit Vieira, soit Nwaneri. Et pour moi, je qualité trouve moindre. qualité moindre, mais quand même, il y a quand même des moments où je pense que on aurait dû trouver des solutions, même si c'est aussi de la faute du recrutement sportif à l'époque qui, je pense, c'était pas la priorité à ce moment-là de trouver une doublure à Saka, mais je pense que ça fait beaucoup de mal en fait à Saka cette période où il a énormément joué. Et je pense qu'aussi c'était une erreur d'Arteta, un peu une erreur de jeunesse en termes de carrière d'entraîneur de la part d'Arteta, où je m'en souviens, il avait dit à Saka que Ronaldo, toute sa vie, il avait joué 70 matchs par saison et il s'en était très bien sorti. Oui, mais c'est quand même plus on va dire le football actuel, enfin le football d'aujourd'hui n'est plus comme le foot d'il y a 15 ans, quoi. C'est-à-dire que tu peux plus te permettre de faire jouer des joueurs non-stop tous les 3 jours parce qu'en fait l'intensité est telle qu'en fait les joueurs ne peuvent plus assumer vraiment être à un très très haut niveau tous les 3 jours. Alors après on rentre dans un autre débat et voilà, c'est ah, mais c'est super comment important. comment comment devient le football et comment les clubs travaillent. Parce que Arteta dit très régulièrement et c'est quelque chose qui moi m'étonne, c'est qu'en fait les joueurs ne s'entraînent pas. C'est-à-dire, Arteta, il dit tout le temps en conférence de presse, on n'a pas le temps de s'entraîner. Donc, en fait, c'est aussi tout un modèle aussi qui change en fait avec l'évolution du football. C'est-à-dire comment les footballeurs concrètement travaillent au quotidien.
comment il récupère. Et je pense que plein de clubs en fait n'ont pas encore trouvé la solution adéquate pour en fait optimiser performance de très haut niveau et enchaînement de matchs à très haut niveau. Donc pour moi c'est là aussi tout le débat autour des performances de Saka. Et voilà, Mais ce que tu dis, je finirai là-dessus. mais ce que tu dis, c'est vrai, et c'est pas l'objet du podcast, mais de façon très générale, ce qu'est en train de faire le monde du football, les têtes pensantes du football, ils sont en train de détruire le football. C'est-à-dire que ce que l'on critique aujourd'hui avec Chelsea en C'est pas en ayant... train c'est pas le détruire, c'est juste il le Ouais, mais refaçonne en passant l'athlétisation en priorité en fait. C'est pour le ça en problème, fait c'est que aussi que le niveau de jeu se dégrade. en multipliant les compétitions, en multipliant le nombre de matchs pour aller toujours chercher le profit, parce que c'est ça aussi la vraie Ah problématique, hein. bah oui, c'est le cœur du C'est le sujet. profit. En fait, on critique aujourd'hui, on se moque de Chelsea qui a 50 joueurs sous contrat, etc. Mais si on continue comme ça, les effectifs des clubs vont être à Bah, 40 joueurs. oui, On oui, n'aura pas le choix, parce que les totalement. joueurs, tu l'as dit Hmm. toi-même, on joue tous les 3 jours dans dans des proportions où l'intensité physique, elle est de plus en plus importante et que du coup, quand tu as un effectif trop réduit, ce qui nous a coûté aussi une partie avec les blessures de l'année dernière, une partie de la course au titre, tu ne peux plus réfléchir ou construire un club ou une équipe comme tu le faisais il y a encore 5 ans. Mais le problème, c'est qu'il faut en avoir conscience et que à ce moment-là, il faut identifier des matchs peut-être entre guillemets plus simples où tu vas faire souffler certains joueurs. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire ou à cause des blessures qu'on a subies cette saison, parce qu'elles ont été encore une fois dans un nombre assez important, mais aussi par l'entêtement du staff, et je vais dire le staff, et non pas que Arteta, bah, on n'est pas venu en aide à nos joueurs. En tout cas, quoi qu'il en soit, messieurs, euh, si on devait conclure, à moins que Louis, tu voulais encore rajouter quelque chose, mais Non, on pas pour n'aura pas moi. de réponse définitive aujourd'hui. On ne peut qu'attendre de voir ce que vont donner les compétitions dans lesquelles on est encore engagé, à savoir la Première Ligue, la FA Cup et la Champions League, ou devrais-je dire la FA Cup, la Champions League, mais surtout la Première Ligue. On verra si Saka, dans les 2 derniers mois de compétition, va nous mener au titre. S'il va retrouver un élan de fraîcheur, s'il va retrouver un élan de fraîcheur mentale, parce que on a très peu parlé de son body language, mais c'était également un petit peu très inquiétant ces derniers temps, moi je trouve. L'avenir de Saka est-il à droite? L'avenir de Saka est-il peut-être dans le cœur du jeu? Saka peut-il être détrôné par Madueke ou quand bien même peut-il être détrôné par le jeune Doman? Toutes ces questions-là, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. Le but était de faire un constat sur les raisons pour lesquelles Saka était moins performant. On espère que vous aurez un début d'idée ou qu'on aura répondu à un certain nombre de questions que vous posez. Bien évidemment, sur cet épisode, peut-être plus que les autres, n'hésitez pas à nous donner vos points de vue, voilà, vos hypothèses de méforme, si Saka va revenir, si Arteta doit le sanctionner ou s'il faut continuer à espérer des faits de jeu d'Arteta, de Saka, pardon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on peut critiquer le joueur à la fin d'un match, lors d'un débrief à chaud, etc. Mais soyez-en tous certains et assurés. Moi, le premier, je suis derrière Saka. Moi, le premier, je suis derrière Arteta. Et moi, le premier, j'espère qu'on ira remporter cette première ligue parce que le club le mérite, parce qu'on mérite d'être tout en haut pour une fois et non pas deuxième. Et que ça n'empêche qu'entre espoir et analyse, il y a parfois des différences. Et on est là pour vous en faire part à travers d'excellents articles de presse, on peut appeler ça comme ça, on peut presque dire qu'on a un média de presse bientôt, Bah, oui, ou à oui. travers des épisodes. Corentin, Louis, merci pour votre présence Merci à du toi, jour. Raoul. Merci beaucoup. On a hâte de retrouver la compétition. Ça sera Sunderland très rapidement. On attend Southampton. vos... Southampton, pardon. On attend vos impressions, vos questions, vos avis. Et en attendant, allez jeter un petit coup d'œil sur le site internet. Il y a de nouveaux articles qui viennent de sortir, notamment l'un sur le running final écrit par Jonathan, d'autres à venir encore. Les, euh,
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au podcast, parlez du podcast, parlez d'Arsenal French Club, mettez des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez. C'est que du love, c'est que du foot. On vous adore, on vous embrasse. À très bientôt sur Coup de Canon. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.